Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes, derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec Immersion comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion comptable n'existerait pas. Je suis ravie de partager avec vous ce 3e épisode d'Immersion comptable dans lequel j'ai une conversation avec Sabrina Saba-Pagès. Sabrina est une personne incroyable que j'admire énormément. J'ai vraiment adoré discuter avec elle et c'était important pour moi d'enregistrer un épisode avec Sabrina. Sabrina est manager au pôle international au sein du cabinet CPA Audit à Paris dans le 16e depuis maintenant 2 ans et demi. Ce qu'elle aime dans le métier, c'est l'aspect humain et surtout la bienveillance. Ça fait partie intégrante de sa personnalité. Et vous verrez, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement dans notre conversation. Elle est passionnée par son métier et le partage avec son entourage. Quand elle nous parle de ce qu'elle fait, on n'a qu'une envie, c'est de la suivre. Après avoir commencé des études dans la médecine, elle s'est orientée vers la comptabilité en prenant modèle sur son grand-père. Elle a eu un vrai coup de foudre. Et oui, vous entendez bien, un coup de foudre pour la comptabilité, c'est possible. Nous avons parlé aussi du mémoire du diplôme d'expertise comptable. Sabrina parle du sien comme d'un membre à part entière de la famille. Oui, en effet, il accapare énormément de temps. Sabrina est très optimiste pour l'avenir de la profession et voit de réelles opportunités dans l'évolution de la législation de notre profession. Son conseil pour un jeune diplômé qui souhaite être salarié, c'est de trouver un cabinet qui corresponde le mieux à ses valeurs, dans lequel on se sente bien et qui a un projet auquel on a envie d'adhérer. Sabrina avait tellement de choses à dire que nous avons dû nous voir 2 fois. C'est pourquoi cet épisode est en 2 parties. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Sabrina Saba-Pagès. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir dans les bureaux de CPA Audit à Paris, dans le 16e. Donc on est avenue Victor Hugo. Donc des très jolis locaux. Merci, je reconnais qu'on a beaucoup de chance. Ouais, c'est ça. Donc tu es salariée chez CPA Audit depuis 2017. Arrête-moi si je dis des bêtises. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cet épisode avec toi parce que tu fais plein de choses. Tu as une multitude de choses que tu fais. Et en plus, j'adore, je suis fan. Je suis une grande fan de toi. Et ce sera le premier podcast avec une femme. Premier épisode avec une femme. Ouais, ça y est. Alors, l'épisode, il va se diviser en 3 parties. Donc, première partie, on va parler de toi, ton parcours professionnel. Deuxième partie, on va parler de l'avenir de la profession. Et après, on va poser des questions. Je vais te poser des questions diverses, dont des questions perso, mais pas trop. D'accord ? Est-ce que ça te va comme ça ? Parfait. Alors, l'idée, c'est vraiment de discuter de toi en tant qu'expert comptable, mais pas que. De discuter aussi de toi, Sabrina Saba-Pagès. Qui es-tu ? Mais qui es-tu donc ? Donc, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, je suis pas sûre de savoir par quoi commencer, mais je vais essayer. Donc, je suis expert comptable salarié dans un cabinet de 130 collaborateurs. J'ai été diplômée en 2013. Historiquement, en fait, j'avais fait des études de médecine qui n'ont strictement rien à voir avec l'expertise comptable, mais qui m'ont passionnée aussi. J'ai fait une première année, j'ai fait un stage hospitalier, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai cherché une autre voie. Pourquoi t'as pas continué dans la médecine ? Alors en toute transparence, j'avais raté le concours pour être médecin, ce qui était l'idée de départ. J'ai été prise en tant que sage-femme ou kiné. D'accord. Et je trouvais ça terriblement dommage d'avoir une profession aussi merveilleuse et aussi intéressante par défaut. En me disant, c'est parce que à 0,5 points près dans telle matière, j'aurais pu faire autre chose. Ouais. Et je trouvais pas ça très juste vis-à-vis de ces professions. D'accord. Donc j'ai voulu me réorienter. Je savais pas du tout quoi faire. J'avais un grand-père qui était comptable et qui depuis des années me disait que il me voyait bien devenir expert comptable. Et que évidemment, comme toutes les adolescentes à l'époque, je n'écoutais absolument pas. D'accord. Donc, et j'ai repensé du coup à ce moment-là en me disant pourquoi pas faire de l'expertise comptable, et du coup j'ai choisi de faire ça en école de commerce en me disant que si ça me plaisait pas, je ferais à défaut du marketing qui avait l'air très sympa.
Très heureusement, j'ai été passionnée dès le premier cours. Ça a été un énorme coup de foudre. Et du coup, j'ai poursuivi. Donc, DPECF, DECF, DESCF. Et ensuite, j'ai poursuivi en stage d'expertise comptable. Ouais. J'ai fait un premier cabinet, dans un premier cabinet au Val d'Argenteuil, puis au cabinet Harris, qui est un cabinet d'une dizaine de collaborateurs, enfin quinzaine maintenant si je ne dis pas de bêtises, qui proposait quelque chose d'extrêmement évolutif en termes de stage d'expertise comptable. J'ai eu énormément de chance. D'accord. C'est-à-dire qu'en première année, on faisait des travaux de base avec beaucoup de tenues, etc., des déclarations de TVA, enfin du courant. À partir de la deuxième année, j'ai pu commencer à intervenir sur des missions d'audit. Et à partir de la troisième année, à encadrer des collaborateurs. D'accord, oui, j'ai vu que tu es passé chef de mission assez rapidement. Ouais. C'est chouette ça. Et c'est vrai que j'ai eu énormément de chance. Les associés étaient extrêmement humains. Ça a été une excellente formation. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai passé 5 ans. Je ne suis pas du tout partie parce que je ne m'y plaisais pas, au contraire, j'aimais beaucoup. J'ai changé de cabinet ensuite pour aller dans un autre cabinet aussi, dit de proximité, d'une dizaine de collaborateurs. Pareil, j'ai passé des années très heureuses professionnellement. Avec des associés avec qui d'ailleurs je suis toujours en contact et je m'entends toujours très bien, qui est le cabinet Figetech. Et finalement, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis au sein du cabinet CPA en tant que manager et où tout se passe évidemment extrêmement bien aussi. Ouais. Et tu es au pôle international. Exactement. Et maintenant, l'un des pôles internationaux, parce que nous en avons maintenant 3. Le 3e a ouvert il y a peu de temps. On a 2 pôles internationaux plutôt anglophones et un pôle italien. D'accord, ah ouais. Donc, preuve que ça a bien grandi parce que quand je suis arrivée chez CPA il y a 2 ans et demi, on n'avait qu'un seul pôle international et c'était déjà bien. Ah ouais. Donc, Et pourquoi tu as voulu changer pour venir chez CPA ? En toute transparence, j'étais pas du tout en recherche d'emploi à ce moment-là. C'était vraiment un hasard. Le cabinet de recrutement auquel CPA faisait le plus appel a pensé à moi quand ils ont vu le descriptif du poste. Mais à moi de l'époque où j'étais stagiaire expert comptable en disant c'est exactement le type de poste qui aurait pu lui plaire. D'accord. Ils m'ont recontacté et pareil, j'ai un gros coup de foudre sur le cabinet. Je me suis tout de suite bien entendue avec les associés. Donc, pas de raison de refuser le challenge. Ouais, et donc oui, tu as eu ton diplôme en 2015, c'est ça 2013. 2013, pardon. Pourquoi j'ai marqué... Oui, non, j'ai marqué 2013 et je lis 2015, n'importe quoi. En 2013, ok, super. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans chacune de tes expériences ? L'humain, clairement. Ouais. La dimension humaine, la vision tant des membres de l'équipe que des associés, les rapports humains qui se créent, la confiance aussi. Enfin, c'est vraiment ça qui est le plus important, je pense. Et même, j'allais plus loin dans la profession, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Je veux dire, je pense que comme tout le monde, j'ai passé un certain nombre d'entretiens d'embauche. D'ailleurs, dans les 2 sens, j'en ai fait passer à des candidats et j'en ai passé moi-même dans des cabinets. Ouais. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il y a des cabinets où, dès les 5 premières minutes... Tu sais que non, ça ne va pas le faire. C'est ça. Oui, tu as un feeling. On a un feeling. Et avec énormément de respect, de confraternité, mais on n'a pas forcément exactement les mêmes valeurs, la même vision à un instant T. Et ça ne va pas le faire. Et que ce soit le cabinet Harris, le cabinet Figetech ou CPA, ce sont des cabinets avec des personnalités fortes et avec qui je partage les mêmes valeurs. Donc, c'est important pour toi, partager les valeurs. Ouais. Très. Ouais. Alors, les valeurs, quelles sont tes valeurs, justement ? Bonne question. Je dirais la bienveillance. Je pense que c'est une des valeurs qui est fondamentale. Que ce soit dans l'exercice professionnel vis-à-vis des clients, vis-à-vis de l'équipe. Savoir se montrer empathique et se mettre à la place des autres. D'accord. Super intéressant ce que tu dis. Également, vis-à-vis des stagiaires experts comptables, quand j'ai une casquette de contrôleuse de stage ou quand je suis examinatrice du DEC et que je fais passer les soutenances vis-à-vis des candidats. Je pense que ça fait partie des valeurs fondamentales. D'accord. Ouais. Alors, tu as mis combien de temps pour avoir ton diplôme, pour avoir le DEC ? Est-ce que tu as, après les 3 années, tu as tout de suite passé l'examen ? J'ai pris une année de plus pour écrire mon mémoire. Ouais. Mais tu as voulu passer les 3 en même temps, les 3 épreuves en même temps ? Non, pas du tout. J'ai passé les écrits la première année. Ouais. Et 1 an plus tard, j'ai présenté le mémoire. Et c'était quoi le sujet de ton mémoire ? L'organisation d'un groupe d'écoles paramédicales, le cas particulier des écoles d'ostéopathie. Ok. C'est un peu long. Ouais. En fait, très simplement, c'était sur l'organisation d'un groupe d'écoles d'ostéopathie qui était en pleine croissance, tant interne qu'externe. Ouais. Et du coup, il y avait énormément de questions, notamment parce qu'ils avaient beaucoup d'activités.
pas que l'enseignement, il y avait la vente de livres, il y avait la clinique pédagogique, il y avait pas mal de prestations également intercompagnies. Et il se posait la question de comment organiser ça de la manière la plus rationnelle possible, également pour éviter tout impact fiscal trop significatif, que les choses soient simples, entre guillemets. Ouais. Et du coup, j'étais intervenue, j'avais remplacé une responsable comptable pendant 18 mois chez eux. D'accord. Alors à mi-temps, j'étais pas à plein temps chez eux, mais la mission m'avait vraiment passionnée. J'avais beaucoup aimé, surtout qu'il y avait aussi toute la question de la pédagogie, où il y a également tout ce qui est lié à l'agrément de l'école. Donc il y a des contraintes budgétaires, il y avait des vraies problématiques techniques, et en même temps, à titre personnel, j'ai un frère qui est ostéopathe. D'accord. Donc ça te parlait vraiment. Voilà. Tu mettais du cœur là-dedans, quoi. Du coup, au début, comme tout le monde, on a toujours du mal, je pense, à trouver un sujet, et on a toujours l'impression qu'on n'a pas forcément de sujet. C'est ça. Non, mais bien sûr. On se dit, oh là, mais je vais jamais réussir à trouver, c'est pas possible. C'est ça. Moi, je sais que j'avais un premier sujet qui n'était pas celui-là historiquement, et qui avait été un peu critiqué à l'époque. Finalement, un confrère a écrit un mémoire sur ce sujet-là, a eu une excellente note, et j'étais très contente de ne pas l'avoir écrit parce que je l'aurais présenté 1 an après lui, donc ça n'aurait servi à rien. C'est ça, oui. En plus tu serais passé derrière quelqu'un qui a eu une super note. Ça. Et qui a écrit exactement ce que j'aurais voulu écrire, mais sans aucune garantie d'y arriver. Donc, c'était sur l'auto-entrepreneur. C'était un sujet qui m'intéressait beaucoup à l'époque et qui était nouveau. Bien sûr, Et non, du coup, j'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir un sujet qui me plaise autant, même si, comme tout le monde, sur la fin, j'en pouvais plus. Soyons honnêtes. Tu vomis le mémoire à la fin, tu n'en peux plus. C'est ça. Le meilleur moment, je sais pas si c'est que moi, mais moi, c'était quand j'ai fermé le colis et que je l'ai envoyé à la poste, où vraiment je me suis sentie débarrassée d'un poids et libérée. C'est ça. En me disant, c'est plus chez moi. C'est ça, exactement. Moi, quand je l'ai envoyé, je me suis dit, est-ce que j'ai bien tout mis ? Donc, et après, une fois que j'ai fait la liste, je me suis dit, c'est bon, tout est parti. Et après, c'est OK. Ça, c'est fait. Les dés sont jetés, on ne peut plus rien faire là. On ne peut plus reculer. Ouais, je sais aussi, mon petit doigt m'a dit que tu as sollicité ton conjoint pour la lecture-relecture. Honnêtement, le mémoire est un membre de notre famille, mais vraiment. On était avec lui, on partait avec lui en vacances. Il monopolisait un certain temps pendant les week-ends. Mon mari, qui n'est pas du tout de la profession, l'a relu 2 fois. Il l'a compris. Il l'a compris. Je suis extrêmement admirative. Parce que quand on avait fêté mon diplôme, à un moment, je l'ai entendu discuter de la problématique des assujettis partiels à la TVA. Ouais. J'étais restée scotchée en me disant, mais comment tu sais ça ? Il m'a dit, ton mémoire, je l'ai lu 2 fois. Mais c'est vrai qu'il s'est lancé dans un débat dessus. Je suis très admirative et très reconnaissante aussi. Mais comme quoi, c'était bien écrit. Oui, il est extrêmement courageux et amoureux. Les 2 sont possibles. Non, mes parents l'ont relu, mon frère. J'ai sollicité tout le monde, j'ai aucun scrupule. Mais c'est vrai qu'on connaît quelqu'un qui a dit aussi que c'était son 3e bébé. Là. Mais elle parlait du diplôme, pas forcément du mémoire, mais quand même, elle a eu du mal à. C'était Sandrine Michaud. Mais je la vois bien comme ça. C'est 3e. C'est un membre de la famille à part entière. C'est vrai que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est vrai que je pense que ça nécessite aussi une implication de toute la famille. Du conjoint, c'est clair. Des enfants, c'est une organisation où finalement on n'est jamais tout seul face au diplôme. Et moi je sais que je suis très reconnaissante parce que j'ai extrêmement conscience que mon conjoint est aussi pour quelque chose et que j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui m'a soutenue autant. Il faut avoir chez soi, il faut avoir le soutien de tout le monde. Et la compréhension aussi, parce que faut que tu aies le temps de t'isoler. Faut vraiment c'est s'immerger complètement, s'isoler et que les personnes autour de toi l'acceptent et le comprennent. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu t'es servi de ton mémoire après l'avoir déposé ? Bonne question. J'ai été recontactée après. Donc j'ai échangé avec pas mal de monde après. Parce qu'en fait, dans le cadre de mon mémoire, je proposais une méthode d'organisation. Et alors, ça peut paraître extrêmement présomptueux, je préviens à l'avance, c'était pas le cas. Mais j'ai contacté toutes les écoles d'ostéopathie qui n'avaient pas suivi le modèle que je préconisais pour savoir pourquoi. Et pourquoi ? C'est ça. Et du coup, j'ai eu des réponses extrêmement intéressantes. Parce que pour beaucoup, c'était des raisons historiques. Et en fait, ils voulaient changer de mode d'organisation. D'accord. Et donc, certains directeurs d'école que j'avais contactés dans ce cadre-là m'ont demandé s'ils pouvaient avoir une copie de mon mémoire et échanger avec moi. D'accord. Et tu leur as transmis ? Oui. Donc, c'est pas quelque chose qui a été facturé par mon cabinet de l'époque. C'est quelque chose que j'ai fait à titre gracieux parce que je trouvais qu'ils avaient déjà été extrêmement bienveillants de répondre à toutes mes questions et de m'accompagner dans ce cadre-là.
Et puis sinon, chaque outil pris de façon indépendante, il y en a quand même pas mal que j'ai réutilisé par la suite. D'accord, ouais. Dans le cabinet où tu étais à l'époque. Oui. Ok. Maintenant, je reconnais que la fiscalité ayant pas mal changé. Bah oui, ce que j'allais dire, et tu t'en sers plus. Oui, 80% de ce que j'ai fait à l'époque n'est plus valable, n'est plus d'actualité. Mais bon, ça ouvre les portes pour faire un autre mémoire là-dessus. Hey, puisque ça a changé. C'est vrai. Vous entendez? Donc tu es salarié aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une réflexion que tu as eue? Tu t'es dit, bon, voilà, moi je veux être salarié d'un cabinet d'expertise comptable. Je sais pas si c'est quelque chose que j'ai réfléchi comme ça, mais je pense que plutôt je suis bien en tant que salarié. D'accord. Je reconnais que le statut de salarié est extrêmement confortable. Ouais. Et c'est vrai que je m'étais vraiment posé la question le jour où j'étais diplômée. Je sais que dans le cabinet où j'ai fait mon stage, on parlait beaucoup de poser sa plaque le jour du diplôme. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et j'avais pas forcément envie de le faire à l'instant T parce que j'ai beaucoup aimé les cabinets dans lesquels j'ai travaillé. Et j'étais contente de faire partie de ces projets-là. D'accord. Donc, très bien. Super. Oui, parce que tu es la première personne femme et en plus salariée, donc c'est génial. Quelle a été ta plus grande satisfaction dans ton parcours professionnel? C'est dur. Il y en a plein? Il y en a plusieurs. Ouais. Vas-y, pas de souci. J'ai eu beaucoup de chance et en plus je suis au début de mon parcours professionnel, donc j'en ai conscience. Oui, évidemment, être diplômée, ça a été un moment qui a été important. Le fait aussi de les contacts que j'ai pu créer, chaque moment où je me suis rendu compte que j'étais restée en bon terme, par exemple avec les cabinets où j'ai travaillé, que ce soit Harris ou Figetech, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, parce que j'ai beaucoup de respect. Évidemment, la publication de mes livres. J'ai écrit des livres de préparation au diplôme d'expertise comptable et à d'autres examens. C'est quelque chose qui a un peu marqué ma carrière, comme quelque chose de très positif. Non, il y a pas mal de beaux moments. Ça, on va en parler après dans la dernière partie de tes livres. Je n'ai pas oublié. Pas mal de moments. Spoiler. De quoi? Pas de spoiler. Non, c'est ça. Quand est-ce que tu t'es senti expert comptable, commissaire aux comptes pour la première fois? Enfin, tout du moins, commissariat aux comptes, t'en fais pas. Non, donc c'est vraiment j'en fais plus. Est-ce que c'est quand tu as eu ton diplôme ou pas tout de suite? Parce que moi, pour l'instant, j'ai mon diplôme, mais je me sens pas encore vraiment expert comptable, par exemple. Ouais. Je pense que le moment où ça a été quand des clients m'ont contacté pour la première fois. D'accord. Je pense que c'est ce moment-là où un ancien client à moi m'a contacté pour que je prenne la suite. Et je crois que c'est vraiment ce moment-là. J'avais un ancien client sur une mission sur laquelle j'intervenais seule qui m'a recontacté quelque chose comme 1 an après mon départ. D'accord. Évidemment, j'ai rappelé l'ancien cabinet. Oui, pour les avertir. C'est ça, les prévenir et puis également leur demander assez informellement s'ils en étaient d'accord, parce que l'idée, c'était évidemment pas de débaucher leur clientèle, sachant que j'avais énormément de respect pour eux. Et c'est vrai que je pense que c'est à ce moment-là où il y a eu un petit déclic. Un petit déclic, ouais, c'est chouette. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu es manager, tu travailles au pôle international. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement, tes missions? Alors, c'est très simple. La spécificité du pôle international, c'est qu'on a une majorité de clients étrangers. Alors, pas que. On a aussi beaucoup de clients qui sont franco-français. Par exemple, j'interviens auprès d'un certain nombre de médecins. D'accord. Mais pour les clients internationaux, ce sont des clients qui ont soit une filiale, soit un établissement stable en France, ou ça peut être des sociétés françaises qui investissent à l'étranger. D'accord. Les spécificités, globalement, c'est évidemment qu'il faut être un petit peu anglophone, ou en tout cas parler une langue étrangère à minima. Mais surtout, il y a tout un travail de pédagogie qu'on a encore plus qu'avec d'autres clients, parce que c'est des clients qui ont une méconnaissance totale des règles françaises. D'accord. Elles leur paraissent pas du tout logiques et cohérentes. Je vais donner l'exemple, par exemple, des congés payés. D'accord. C'est quelque chose qui, pour nous, est très simple et très évident. Expliquer à un client étranger qu'on va payer un salarié quand il est en congé, c'est compliqué. Ah ouais? Lui expliquer qu'il va pouvoir toucher plus quand il est en congé que quand il travaille, c'est encore plus compliqué. Oui. Ouais. On atteint quelque chose d'un peu sensible. Et alors lui expliquer qu'à la fin de son contrat, quand il va quitter l'entreprise, on va le payer pour le temps où il a travaillé au lieu de partir en vacances. D'accord. Ça, on est de l'ordre de l'impossible.
Et c'est vrai que c'est plein de petites choses comme ça qui pour nous sont très simples, ou du moins très naturelles, parce que ça fait partie de notre culture. Bah oui. Et ça fait pas partie de culture étrangère, donc il faut avoir cet effort de pédagogie-là et être réactif aussi, parce que du coup, ce sont des clients qui peuvent être plus stressés que les autres. D'accord. Et donc là, tu fais preuve de beaucoup de pédagogie, de bienveillance, donc tes valeurs, tu les retrouves. J'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Et j'encadre une équipe de 7 collaborateurs qui interviennent avec moi. Pareil, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que j'ai une équipe qui est simplement super. Ce sont chacun des personnes que j'apprécie tant professionnellement que personnellement, qui apportent énormément à l'équipe, énormément aux clients et avec qui je partage beaucoup de valeurs. Donc certains sont experts comptables stagiaires et seront, je n'en doute pas, des consoeurs, parce que ce sont des femmes pour celles qui sont experts comptables stagiaires. Ouais. Donc des consoeurs formidables dans quelques années. Donc non, j'ai de la chance. Très bien. Oui, et tu les suis bien et tu leur tires les oreilles quand ils rendent pas leur rapport en temps et en heure. Oui. Tu les suis quand même si t'es pas leur contrôleur de stage. Non, mais je leur rappelle les échéances pour les rapports. J'essaye de les voir assez régulièrement concernant le mémoire et les sujets de mémoire qu'ils pourraient avoir. Et aussi, tu les aides à trouver des sujets aussi, c'est chouette ça. Ouais. J'essaye de passer d'échanger avec eux parce que j'ai eu de la chance, honnêtement, quand j'étais stagiaire, d'être très bien encadrée. J'avais un maître de stage qui était formidable, un contrôleur adjoint du stage également qui avait pris le temps d'échanger avec moi sur mathématiques, etc. Et ayant eu cette chance, j'ai envie de la donner aussi à d'autres. Donc j'essaye de passer du temps et puis je râle aussi un peu parce que je ne sais pas si toi c'était le cas, mais beaucoup de stagiaires utilisent leur ordinateur portable pour travailler pendant les sessions de formation à la SFOREF. Ah oui, quand ils sont en formation. Ouais. Ah oui, non, je ne faisais pas ça moi. Moi non plus, et maintenant il y en a de plus en plus qui le font. Et donc, du coup, si je vois quelqu'un de mon équipe qui répond à des mails alors qu'il est en formation à SFOREF... Alors que tu sais qu'il est d'accord, tu le rouspètes. Tu dis donc, reste concentré. Oui. Et je rappelle en plus, la chance que c'est et l'opportunité que c'est. En plus, c'est pour eux. C'est ça. C'est que c'est dommage de passer à côté. Et donc, je trouve ça important de leur redire et d'insister pour justement qu'ils ne se sentent pas, à l'inverse, obligés de devoir travailler. Comme certains stagiaires ont ce sentiment, souvent à tort d'ailleurs, mais de se dire j'ai beaucoup de choses à faire, même si je suis en formation, je dois faire un certain nombre de tâches et tant pis, je ferai ma déclaration de TVA pendant la formation. Et in fine, c'est totalement contre-productif. Donc au moins dans mon équipe, ils savent quelle est ma position sur le sujet, elle est claire. Et en plus, c'est vrai que les formations en présentiel, elles sont importantes parce que du coup, tu as le retour d'un expert comptable. Des fois, c'est que des experts comptables qui interviennent, des commissaires aux comptes. Et c'est important parce que c'est à ce moment-là où tu peux échanger avec eux. Totalement. Et poser des questions. Et ça permet de prendre du recul. Et d'avancer aussi, de préparer aussi pour le diplôme, parce que là, ce qu'ils perdent en étant en train de travailler, ils vont devoir le rattraper quand ils vont devoir se préparer pour l'examen. Exactement. Donc c'est dommage. Ouais. Moi, j'en voyais plein, ça me rendait dingue. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes fonctions ? Je vais me répéter beaucoup, je pense. C'est l'humain, clairement. Enfin, c'est le fait d'avoir beaucoup de contacts. J'ai pas mal été présente sur des salons pour des étudiants, pour présenter la profession, et puis également dans des collèges, à l'époque où j'étais membre de l'annexe. Et c'est vrai que quelque chose qui revenait de manière très récurrente par les adolescents et les jeunes était le fait qu'un expert comptable, c'était forcément quelqu'un de hyper matheux qui restait dans son bureau, enfermé, avec des colonnes de chiffres qu'il additionnait en fin de journée. Et c'est exactement l'opposé du métier qu'on fait. Ce que j'adore vraiment, c'est découvrir ce que font les gens. Enfin, échanger avec mes clients. Je suis quelqu'un de très curieux. Et j'ai découvert énormément d'activités que je n'aurais jamais connues autrement. Et ce côté-là, relationnel, tant avec les clients qu'également avec mon équipe, je pense que c'est définitivement ce que je préfère. Ouais, ce que tu préfères. Et maintenant, tu faisais aussi des recrutements où tu étais avant, ou c'est vraiment là, maintenant que tu commences ? Non, c'est vraiment chez CPA. Ouais, d'accord. Et t'aimes bien faire des recrutements ? Ouais. Honnêtement, c'est toujours intéressant d'échanger. Y a beaucoup d'entretiens qui se passent très bien, très naturellement, et c'est agréable. Et c'est vrai que c'est le même ressenti que quand on est candidat, en fait. Ce côté où finalement il y a un feeling qui se crée et on sait tout de suite si on a envie de travailler avec la personne et d'échanger avec. Et on espère juste que le poste correspondra dans ces cas-là au profil de la personne concernée.
Ah oui, toi, tu es dans le sens où tu espères que le poste lui conviendra. Et tu dis pas, j'espère que la personne... les deux. Les deux, quand même. Ça va jamais casser. Non, c'est bon. Alors, est-ce que tu trouves que la profession, elle a évolué depuis tes débuts ? Et si oui, comment ? Alors, vas-y, raconte-nous. Énormément, mais pourtant, je n'ai pas le sentiment d'être extrêmement vieille dans la profession. Mais c'est vrai que j'ai connu l'époque de la boîte à chaussures, ce qu'on appelait. Alors, moi, j'ai vécu la version sac poubelle. Hein. Donc, je veux dire, la boîte à chaussures était le niveau que j'espérais atteindre. Ouais. On avait des piles de factures, on saisissait tout à la main. Les liasses fiscales et les tableaux OG qu'on envoie pour les indépendants, je me souviens d'avoir rempli les tableaux OG à la main. Ah ouais. Et c'est vrai que, pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant, ça paraît complètement archaïque. Donc, non, ça a bien évolué. Le fait d'avoir plus de temps pour des missions à valeur ajoutée, c'est une vraie opportunité. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ton dernier podcast où justement Cyril expliquait ce que tu avais repris dans ton mémoire également, si je ne dis pas de bêtises, sur le symbole chinois crise, qui inclut également le symbole de l'opportunité. Ouais, c'est ça. Ouais, le proverbe, c'était quand le vent souffle, certains construisent des murs et d'autres des moulins. Donc, il faut savoir s'adapter, quoi, et suivre. C'est exactement ça. Et je pense qu'avec tout ce qui est digitalisation et automatisation, on a des très très belles opportunités de mission. Et du coup, c'est une vraie force. Donc, non, ça a bien changé, mais dans le bon sens du terme, je pense. Dans le bon sens, oui. Oui, parce que c'est peut-être aussi ça qui faisait un peu que notre profession, elle n'est pas vue comme étant sexy, parce qu'on se dit, ouais, super, derrière l'ordinateur, en train de saisir des trucs, des chiffres, alors que c'est pas du tout ça. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ça n'a rien à voir. Pardon. C'est rien. Le téléphone sonne, vous inquiétez pas. Voilà. Et est-ce que tu trouves que les clients, dans leurs demandes ou dans ce qu'ils recherchent, elles ont évolué, leurs demandes, par rapport à l'expert comptable ? Alors oui, pas mal. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Alors, ça doit être un ressenti personnel, mais de différence dans ce que les clients demandent et dans les typologies de clients. D'accord. C'est vrai que j'avais l'impression, en tout cas dans les clients que moi j'avais à l'époque, que l'expert comptable, c'était quelqu'un qui permettait de répondre à une obligation fiscale. Il était là pour tenir la comptabilité, produire une liasse fiscale, donner du conseil en plus, et c'était tant mieux, mais c'était la mission principale. Et il voyait ça comme une formalité. Ouais, le client, ouais. Donc, il y avait quand même un très bon relationnel et un fort intuitu personnel. Mais il y avait ce côté-là, alors que maintenant, on a beaucoup de clients qui, finalement, voient beaucoup d'autres choses. Et voient la comptabilité comme étant ce qu'eux ont envie d'y voir, en fait. Par exemple, je pense à un client avec lequel on vient de signer une lettre de mission, qui était un ancien client à moi, en fait, il y a plusieurs années, qui s'est souvenu de moi et qui m'a recontactée. Ça m'a fait plaisir en plus parce que j'avais été recommandée une nouvelle fois par mon ancien cabinet, donc, et il me connaissait, donc ça tombait bien. Et c'est un client chez qui j'intervenais avec une mission que je dirais à l'ancienne, hein, c'est-à-dire où je faisais de la comptabilité papier, je saisissais au kilomètre. Et ça faisait partie des choses qui étaient importantes et primordiales. Et la réunion que j'ai eue avec lui, c'était de lui dire cette mission-là, elle ne sera pas reproductible en 2020, parce qu'en 2020, on peut proposer plein d'autres choses, et c'était exactement ce à quoi il s'attendait et ce qu'il espérait. Et donc, on a pu parler de ce qui était, par exemple, pour lui, des indicateurs clés. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on mette en avant ? Comment on pouvait proposer des reportings qui soient percutants pour lui et qui répondent à ses demandes et lui permettent de piloter au mieux son entreprise. Et c'est des choses dont on ne parlait pas autant, en tout cas il y a 10 ans ou ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Donc je pense que c'est ça qui a beaucoup changé chez les clients. C'est vraiment les attentes, mais dans le bon sens du terme. Beaucoup de conseils, quoi. Beaucoup de conseils, d'accompagnement, avoir des outils de suivi pour pouvoir savoir où mettre le curseur et savoir dans quelle direction ils vont aller d'ici à la fin de l'année. Et j'allais dire pareil, à contrario, moi j'ai certains clients qui sont des irréductibles du papier. Et qui, alors j'en ai pas énormément parce que chez CPA, on est 100% digital, pardon. On est 100% digital, mais on va dire que je suis à 99%. D'accord. J'ai 1 ou 2 clients qui tiennent au papier. Et pour ces clients-là, on fait une exception et on a une mission qui est adaptée. D'accord.
Et je pense que c'est important de s'adapter aux clients, mais qu'on a effectivement des clients qui ont des demandes de plus en plus variées, tant mieux. Et du coup, quand il y a des nouveaux clients qui viennent et vous leur dites digitalisation, eux, ça les choque plus. C'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Non, honnêtement, tous... pour l'instant, j'ai eu... à part ces quelques irréductibles qui me disaient... non. Ça m'arrange vraiment. Et c'était pas un non en disant... je veux pas être digital, tout ce qui est dématérialisé, ça me stresse, ou je le vis comme une contrainte. C'était plus... Je préférais rester encore un peu papier. J'ai l'habitude d'eux. Et par exemple, je pense c'est un médecin qui a une comptabilité qui est très simple. Il n'y a aucune raison de transformer ses habitudes. D'accord. Alors, est-ce que tu as un mentor, une personne, alors ça peut être quelqu'un qui est expert comptable, pas expert comptable, commissaire aux comptes, pas commissaire aux comptes, que tu admires? Il y a beaucoup de personnes que j'admire. Alors vas-y, la liste est longue, on y va. Je vais dire toute la profession. Et toi dedans aussi, peut-être? Non. Je ne m'auto-admire pas, mais non, honnêtement, il y a énormément de professionnels. J'allais dire, il y en a que je connais d'ailleurs plus ou moins bien. Je vais citer par exemple Julien Tocars, qui était le président du CROEC de Paris-Île-de-France. C'est quelqu'un que j'admire énormément parce que c'est quelqu'un d'extrêmement humain, qui a ce don pour mettre les personnes extrêmement à l'aise, en même temps prendre des bonnes décisions, qui a une carrière qui est admirable. J'admire les associés de chez CPA, forcément, sinon je ne travaillerais pas chez CPA. Donc, et aussi parce que chacun a une personnalité bien à part et a des qualités professionnelles que je n'ai pas toujours. Par exemple, on a un associé qui a des qualités commerciales que j'admire énormément. D'accord. Il arrive à vraiment savoir s'adapter aux clients, savoir répondre aux clients d'une manière que j'aimerais bien. Tout s'apprend. C'est ça. Tu lui dis, est-ce que tu peux me donner des cours, s'il te plaît? Moi, je suis un peu au stade padawan. C'est ça. J'exagère un peu, mais c'est vrai que chaque personne avec qui je travaille sont des personnes que j'admire. J'allais dire, par exemple, je vais citer Pascal Anglard, qui est un commissaire aux comptes, avec qui je travaille régulièrement sur plusieurs dossiers. C'est un professionnel qui a une vision extrêmement bienveillante et humaine du métier et de la profession. C'est quelqu'un qui techniquement est tout simplement incroyable. D'accord. Il est extrêmement réactif, toujours bienveillant, toujours dans l'écoute, dans l'empathie. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'admire énormément pour ça, parce que c'est très simplement quelqu'un de bien. Alors, Julien Tocars, Anthony Guachon de CPA sont aussi des gens bien, je vais bien le dire. Mais oui, il y a pas mal de monde que j'admire. Ouais. D'accord, pas forcément une personne. Ok. Est-ce que tu as eu des regrets dans ton parcours? Honnêtement, non. Parce que j'allais dire, même les choses que je referais différemment maintenant. Ouais. Par exemple, il y en a, j'ai déjà eu un poste où c'était pas le cabinet qui était fait pour moi. Je suis restée un peu trop longtemps, on va dire. Je reviendrai en arrière, je me dirais, finalement, c'est pas le cabinet qui correspond à tes valeurs. Pourquoi ne pas changer? Il y a énormément d'opportunités ailleurs. D'accord. Et finalement, le fait d'être restée dans ce cabinet-là, ça m'a énormément appris. Ça m'a permis de savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, de mieux définir justement le type d'expert comptable que je voulais être. D'accord. Ce qui était le fait que l'humain était très important pour moi. Ouais, c'est là où tu t'en es rendu compte. Ouais. Et honnêtement, je pense que c'était une vraie force. Donc non, je ne regrette rien, comme dans la chanson. Non, rien. Non, je ne vais pas chanter, excusez-moi. Alors, quel conseil donnerais-tu à de nouveaux diplômés qui souhaitent être salariés? Est-ce qu'on peut rebondir sur ce que tu viens de dire? Trouver un cabinet qui corresponde à ses valeurs. Exactement. Ouais. Honnêtement, il y a énormément d'opportunités. Depuis le début de ma carrière, je suis extrêmement sollicitée par des cabinets de recrutement, par d'autres cabinets, même en direct. Et je veux dire, je ne suis absolument pas la seule, je ne suis pas du tout naïve sur le sujet. C'est un secteur qui recrute énormément, on a une chance incroyable. J'ai jamais été au chômage et probablement que je ne le serai jamais. Autant trouver le cabinet qui correspond le mieux à ses valeurs et dans lequel on se sente bien, très simplement, et un projet auquel on a envie d'adhérer. Construire quelque chose, mais sur du long terme, pas en se disant c'est une expérience à prendre, après je vais changer, etc. Alors qu'on va pas se sentir bien, peut-être. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est ce qui est primordial.
Et de savoir que si on dit que ensemble, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est une phrase que j'aime bien. Et c'est vrai, faut vraiment adhérer à un projet et s'y sentir bien, très simplement. Je pense que si on fait les choses avec passion, on s'ennuie jamais. Moi, j'ai énormément de chance, je suis totalement passionnée. Oui, tu es vraiment passionnée. Toi aussi, donc c'est vraiment une chance incroyable et je pense que c'est important d'être passionné et le matin d'avoir envie. Ouais, c'est ça. C'est très simple à dire, mais c'est le meilleur conseil à donner. Si on trouve un cabinet dans lequel on est bien, où le matin on a envie d'eux, c'est que c'est le bon cabinet. C'est le bon cabinet, ouais. Super. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de cet épisode. On va parler de l'avenir de la profession. Alors, comment ça, tu as parlé de dématérialisation au cabinet CPA. Dis-nous comment ça se passe exactement ici. Alors, très simplement, l'immense majorité, et l'objectif, c'est que ce soit la totalité ou la quasi-totalité in fine, de nos clients sont 100% digitaux. C'est-à-dire qu'on utilise Recept Bank et Ibiza. D'accord. Donc, nos clients sont munis de leur smartphone. Ils prennent des photos de leurs reçus de restaurant, de leurs factures. Ils nous les envoient. La saisie est partiellement automatisée. Tout va très vite, en fait. D'accord. Et du coup, ça permet de gagner du temps et d'être plus disponible pour échanger avec eux. Ok, oui. Donc ça améliore la relation qu'on peut avoir avec le client. Ouais. Mais après, chez CPA, on a aussi une vision qui est vraiment d'être à l'écoute du client. Ouais. Ça fait partie des valeurs les plus importantes chez CPA. Il y a aussi, on a une petite description des valeurs en fait dans le règlement intérieur du cabinet. D'accord. Et il y a justement la bienveillance, ça tombe bien, j'en ai beaucoup parlé, mais aussi l'écoute client. Et on propose vraiment des offres qui sont individualisées à chaque client. Par exemple, j'ai un de mes clients qui aime énormément QuickBooks. D'accord. Ça faisait partie des choses qui étaient importantes pour lui, de continuer à utiliser ce logiciel. C'était évident qu'on n'allait pas lui dire non. Et qu'au contraire, on allait l'accompagner sur QuickBooks et mettre en place quelque chose qui soit simple pour lui et simple pour nous. Donc, on essaie de proposer une offre qui soit multi-logiciel et de proposer le logiciel le plus adapté à chaque client. Chaque client, d'accord. Et j'espère y arriver. Parce que QuickBooks, avant ce client-là, vous ne l'aviez pas, c'est ça ? Alors, on l'utilisait au cabinet. Moi, je ne l'utilisais pas à ce moment-là. D'accord. Donc, maintenant, il y a plusieurs clients de mon équipe, sur lesquels j'interviens qui utilisent QuickBooks et ça se passe bien. Mais le tout premier client, ça a été pour ça, parce que pour lui, c'était important. D'accord. Et au sein du cabinet, moi, c'est vrai que je travaille sur Koala, Ibiza, QuickBooks. J'utilise aussi Recept Bank et un certain nombre d'autres logiciels pour faire des prévisionnels, des simulations de cotisation TNS, etc. Mais chez CPA, on utilise aussi ACD, Quadratus. Il y a d'autres options qui sont possibles. Il y a pas mal de logiciels. Ouais. Vraiment pour s'adapter aux clients et toujours cette idée d'être le plus proactif possible. Ouais. En fait, oui, vous vous adaptez à la demande du client et l'information. Alors, les pièces comptables, c'est eux qui vous les envoient. Hop. Donc, vous n'avez plus rien du tout ici. Et vous, quand vous vous déplacez chez les clients, en fait, vous vous déplacez plus beaucoup de ce fait. Non, honnêtement, je me déplace pour 2 raisons principalement. Peut-être 3 si on compte. Mais souvent, c'est pour simplement échanger avec le client. Par exemple, j'ai un client qui n'est pas très très loin de chez moi. Donc, il est à 10-15 minutes si je marche un peu lentement. Donc, c'est vrai que j'essaye de passer le voir au moins 2 fois par an. Ne serait-ce que pour faire le point sur son activité, pour échanger. Mais c'est agréable parce que c'est vrai que quand je suis arrivée chez CPA initialement, il y avait l'ancienne manager qui se déplaçait tous les mois sur place pour saisir les pièces comptables. Et ce qui était très bien. Mais de voir que la mission a évolué et finalement, quand j'y vais, c'est vraiment pour parler de points précis, d'évolution. Par exemple, là, on a beaucoup parlé du PER avec eux. Je trouve ça intéressant. D'accord. C'est chouette. D'après toi, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre une place importante dans notre profession ? Évidemment. Évidemment, oui. Je ne pense pas que quelqu'un puisse répondre non. Non, oui. Donc, évidemment, ça va permettre de gagner du temps. Ouais, ça va permettre, c'est ça. Et puis de pouvoir, du coup, proposer toujours mieux, toujours plus et d'apporter toujours plus à nos clients. Ouais. Avec la loi Pacte, notre profession, elle évolue. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou au contraire, tu dis il y a des opportunités à prendre ? Non, honnêtement, ça ne me fait pas peur dans le sens où
on a déjà vécu dans la profession énormément d'évolution. Mmh. Je parlais de mon grand-père qui était comptable. J'admirais énormément mon grand-père. Je pense que le métier qu'il a effectué et celui que moi, je pratique actuellement, ce ne sont pas les mêmes, très simplement. On ne fait pas le même métier, même si y a toujours le mot comptable qui reste. Et je pense que dans 30 ans, on ne fera pas le même métier. Et ce n'est pas pour autant que ce sera plus ou moins bien. Mais on est en plus dans une génération où, à mon avis, tous, on va évoluer, avoir des professions différentes. Et on n'aura plus une seule profession tout le long de notre carrière. D'accord, ouais. Comme à l'époque de nos grands-parents où ils avaient une profession dans une entreprise. Ils y restaient toute leur vie. Ouais. C'est plus vrai maintenant. Et je pense que la profession d'expert comptable et celle de commissaire aux comptes ne font pas exception à la règle. C'est-à-dire qu'on ne fera plus exactement le même métier. Même si on gardera l'appellation expert comptable et ou commissaire aux comptes, finalement, sous cette appellation, on va pouvoir effectuer énormément de choses qui seront très différentes au fil des années. Beaucoup plus de conseils, beaucoup plus de missions à valeur ajoutée, de nouvelles missions qu'on ne prédit pas encore. Il y en a certains qui font du coaching professionnel aussi pour les clients. C'est une bonne idée. Donc voilà, tu me réponds à la question suivante, comment tu vois l'avenir de notre profession, donc ça c'est bon. Et comment toi tu te vois dans 5 ans, par exemple? C'est dur. Déjà, j'ai du mal à me voir dans un mois. C'est ça. Donc, j'espère en tout cas me voir toujours aussi passionnée. Avoir des clients que j'apprécie toujours autant et avec qui j'apprécie toujours autant d'échanger et pour qui je me sens aussi toujours aussi utile. C'est important ça pour toi aussi. Très. J'allais dire voir un client qui démarre et le voir grandir, se développer et pouvoir l'accompagner, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant et d'extrêmement agréable. Et c'est vrai que typiquement, par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est les business plans. Tout simplement parce que généralement, on est au tout début de l'histoire et on essaie de se projeter 1 an, 2 ans, 3 ans après, de finalement se poser beaucoup de questions très pragmatiques sur l'activité, sur sa faisabilité, de pouvoir du coup conseiller le client aussi en la matière et le voir évoluer, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Donc, c'est super. Et en plus, vous l'accompagnez, donc vous le suivez, donc c'est un peu aussi, tu dis, super, j'ai été là, je l'ai aidé. Alors, c'est pas dire c'est grâce à moi, c'est pas quelque chose de prétentieux, mais de voir que j'ai pu poser ma petite pierre. C'est ça. Et c'est important d'avoir ce sentiment de se sentir utile, je pense. Parce qu'on est utile. C'est pas qu'un ressenti. On est utile et c'est vrai que c'est important de le savoir et d'en avoir conscience, je pense. Qu'on peut aider nos clients, qu'on les aide déjà et qu'on peut toujours encore plus les aider et se poser la question chaque matin, j'allais dire à chaque fois qu'on échange avec un client, qu'est-ce que je peux lui apporter de plus aujourd'hui ? Et c'est quelque chose d'important, c'est une question que j'essaie de me poser à chaque fois que je vais voir un client. D'accord. J'espère trouver la bonne réponse à chaque fois. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important et qui fait aussi partie de ce qui me plaît. Mais oui, donc du coup, pour répondre de manière plus pragmatique à ta question, dans 5 ans, je me vois toujours aussi passionnée par ce que je fais. Parce que tu es une vraie passionnée. De toute façon, quand t'en parles, on a envie de te suivre. On a envie de venir avec toi, Sabrina. Oui, je te suis, où tu veux, quand tu veux. Donc, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'épisode 3. Donc dans le prochain épisode, on va parler de la dernière partie, c'est des questions diverses, donc des questions un peu plus personnelles, mais pas trop, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je te remercie pour le temps que tu as consacré pour répondre à mes questions. On se dit à bientôt pour la suite. Merci beaucoup, Elisabeth. À bientôt. À bientôt. J'espère que cette première partie du 3e épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à le dire en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître, de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour la 2e partie de cet épisode numéro 3 d'Immersion Comptable.